Au moment où Camille a annoncé mon licenciement devant 11 personnes, elle a souri comme si elle s'y préparait depuis des mois. C'était peut-être le cas. Elle tenait le bord de la table de la salle de conférence comme s'il s'agissait d'un pupitre, comme si elle lui appartenait, ce qui, depuis ce matin-là, était légalement le cas. Vos services, a-t-elle dit, et elle a fait une pause juste assez longue pour s'assurer que chaque personne dans cette pièce me regardait, ne sont plus requis. Je veux que votre bureau soit vidé d'ici demain matin. Et Benoît, fais tes valises ce soir. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas dit un mot. Et voici la partie qui l'a déconcerté plus que tout ce qui a suivi. Je n'ai pas pu empêcher un petit sourire de traverser mon visage. Elle l'a interprété comme le choc d'un homme s'effondrant au ralenti devant ses collègues. Elle avait tort. Je souriais parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. Quelque chose que je savais depuis exactement 31 jours. Depuis que j'avais commencé à poser des questions qu'elle ignorait que je posais. Au moment où elle est retournée à son nouveau siège en bout de table, mon avocat avait déjà déposé le dossier. Au moment où elle a commandé un café de la salle de pause, qu'elle n'avait jamais approvisionné elle-même une seule fois, 3 virements bancaires étaient déjà passés. Et au moment où elle célébrait son nouveau titre ce soir-là avec des personnes que j'avais mis des années à lui présenter, mon téléphone a vibré avec un message qui rendait chaque chose qu'elle avait faite complètement inutile. Je m'appelle Benoît Cartier. J'ai 39 ans. Je suis architecte système de formation et bâtisseur par nature. Et ce que j'ai construit pendant 14 ans, tant l'entreprise que le mariage, je l'ai abandonné complètement et sans regret un mardi matin à Lyon. Mais je veux que vous compreniez pourquoi. Car cette histoire ne parle pas d'une femme qui s'est retournée contre son mari. Elle parle d'un homme qui a passé des années à ignorer ce qui se trouvait juste devant lui, et de ce qui se passe quand il arrête enfin de le faire. Laissez-moi commencer par le début. Avant de vous abonner, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous nous regardez. Et cliquez sur le bouton j'aime. Cette communauté fonctionne grâce à cela, et des histoires comme celle-ci exigent tout ce que nous avons pour les raconter, n'est-ce pas? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous voudrez être là pour la suite. Système Le Maire n'était pas censé devenir une entreprise. Cela a commencé comme un projet parallèle dans un appartement en sous-sol que je louais rue de l'Université quand j'avais 24 ans et que j'étais trop têtu pour accepter que mon emploi en entreprise n'allait rien construire de durable. Je travaillais 60 heures par semaine à concevoir des systèmes de sécurité d'infrastructure pour une entreprise financière de taille moyenne sur la presqu'île. J'étais doué, mais le travail leur appartenait. Le mérite revenait aux personnes au-dessus de moi. Et je continuais à observer le décalage entre ce dont mes clients avaient réellement besoin et ce qu'on leur vendait. Et je me suis dit, je sais comment régler cela. Alors, je l'ai fait pendant mes nuits et mes week-ends. J'ai construit un système de surveillance exclusif qui pouvait s'intégrer à l'infrastructure existante sans nécessiter un remplacement complet. La plupart des cabinets disaient aux entreprises de tout reconstruire à partir de zéro. Moi, je leur disais qu'ils n'y étaient pas obligés. Ce message a résonné exactement auprès du genre de décideurs qui détestaient les consultants hors de prix leur affirmant que toute leur opération était défaillante. À l'âge de 27 ans, j'avais 7 clients et mon premier employé à temps plein. À 30 ans, j'avais 32 employés, des bureaux au 14e étage d'un immeuble de la rue Garibaldi, et une réputation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui avait exigé chaque relation que j'avais cultivée et chaque nuit blanche que j'avais sacrifiée pour la bâtir. J'ai rencontré Camille lors d'une conférence du secteur à Paris, quand j'avais 31 ans. Elle travaillait dans la communication d'entreprise pour une société de logistique de la santé. Elle était vive, organisée, et possédait ce talent particulier pour analyser une pièce, comprendre qui comptait et ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Lors de notre deuxième rendez-vous, elle a posé des questions plus intelligentes sur mon modèle économique que la plupart de mes clients. J'ai cru que cela signifiait qu'elle le comprenait. Il m'a fallu 8 ans pour comprendre la différence entre comprendre quelque chose et le vouloir. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard. À ce moment-là, Système Le Maire s'était développé pour atteindre 61 employés, avait réalisé sa première année avec un chiffre d'affaires à 8 chiffres, et venait de signer un contrat régional avec la ville de Lyon que j'avais passé 2 ans à poursuivre. Camille a quitté son emploi pour rejoindre l'entreprise dans un poste nouvellement créé de vice-présidente de la communication. À l'époque, je me suis dit que c'était logique. Elle était douée pour ça. Elle connaissait nos clients. Elle comprenait la marque. Ce que je ne me suis pas demandé, et ce que j'aurais dû me demander, c'était si elle voulait la construire ou si elle voulait la posséder. Ces 4 premières années au sein de l'entreprise ont été bonnes.
Elle a élargi notre présence marketing, apporté 3 clients de niveau grande entreprise grâce à son propre réseau, et aidé à façonner une culture au sein de laquelle les gens voulaient sincèrement travailler. Nous l'avons construite ensemble. Ou c'est ce que je croyais. Parfois, le soir, elle s'asseyait dans mon bureau après que tout le monde soit rentré chez soi, et elle me posait des questions sur la direction que je prenais, sur ce à quoi ressembleraient les 3 prochaines années, sur ce dont j'avais peur. Je lui ai dit des choses que je n'avais dites à personne. C'est un type de confiance particulier. Le genre qui met beaucoup de temps à s'acquérir et environ 30 secondes à être utilisé comme une arme. Le changement, avec le recul, a commencé il y a presque exactement 2 ans et demi. Rien de dramatique, juste un lent recalibrage de qui faisait quoi au sein de l'entreprise et à la maison. Camille a commencé à assister à davantage de rendez-vous clients sans moi. Elle a commencé à nouer des relations avec les membres du conseil d'administration que j'avais intégré lors de notre restructuration la 8e année. Elle avait rejoint des comités à la Chambre de commerce et d'industrie en mon nom et, au fil du temps, a discrètement remplacé mon nom par le sien. Je l'ai remarqué comme on remarque une fuite lente. Pas au moment où elle commence, mais le matin où l'on réalise que le sol est mouillé. À ce stade, j'étais encore profondément impliqué dans l'aspect technique de l'entreprise. Mon titre était architecte système principal et vice-président exécutif, ce qui paraît impressionnant, mais en pratique, cela signifiait que je dirigeais la division produit et les équipes de livraison aux clients. Camille avait progressivement absorbé tout ce qui touchait au monde extérieur, la communication, les ventes, les relations avec les investisseurs, la communication avec le conseil d'administration. Nous n'avons jamais eu de conversation formelle à ce sujet. C'est simplement arrivé, 1 degré à la fois. Et j'ai laissé faire parce que je lui faisais confiance, parce que j'étais très occupé, et parce que je me disais que c'était une évolution naturelle de nos rôles. Je vais être honnête avec vous sur un point. J'ai su que quelque chose n'allait pas bien plus longtemps que je ne me le suis avoué. Il y a eu des signes que j'ai catalogués et ensuite mis de côté. Les réunions du jeudi soir qu'elle a commencé à avoir dans les bureaux de Delma Conseil, un cabinet de stratégie de la rue Mercière avec lequel je n'avais jamais travaillé directement. Le séminaire du conseil d'administration à Valence en février, où elle a fait une présentation seule et où je n'ai été invité que la veille. La façon dont notre directeur financier, un homme nommé Guillaume, qui était avec moi depuis la 3e année, commençait à se taire quand je posais des questions sur les décisions d'allocation de capital. Je regardais Guillaume à travers la table de conférence et il regardait quelque part légèrement derrière moi. Quelque chose se tramait aux marges de mon entreprise et je continuais à me dire que je l'imaginais. J'ai cessé de l'imaginer un jeudi après-midi, 31 jours avant la réunion du conseil d'administration. Je rentrais d'une visite sur le site d'un client dans le Vieux-Lyon et j'ai décidé de passer au bureau pour récupérer un document de synthèse que j'avais laissé sur mon bureau. L'étage était silencieux. La plupart de l'équipe était sortie. Alors que je passais devant la petite salle de conférence près du fond des locaux, j'ai entendu la voix de Camille par la porte entr'ouverte. Je n'essayais pas d'écouter. Je tiens à être clair là-dessus. J'étais en mouvement, portant mon sac, à mi-chemin de mon propre bureau, mais elle a prononcé un nom qui a complètement stoppé ma marche. Richard Lecomte. Richard Lecomte n'était pas un employé de Système Lemaire. Il était directeur général d'un fonds de capital investissement que j'avais rencontré 2 fois lors d'événements du secteur. Un homme connu dans le milieu des affaires lyonnais pour prendre des participations majoritaires dans des entreprises de taille moyenne et les restructurer de manière agressive. Et j'entendais son nom dans ma propre salle de conférence, prononcé par ma femme sur un ton qui m'indiquait que ce n'était pas la première fois qu'elle le disait à cet endroit. Je suis resté dans le couloir et j'ai écouté. Je veux que vous compreniez le genre de moment que c'est. Se tenir à l'extérieur de sa propre salle de conférence, dans sa propre entreprise, en train d'écouter sa femme exposer un plan de transition qui ne vous inclut d'aucune manière significative. Elle parlait d'un calendrier. Elle parlait de vote des actionnaires. Elle parlait de son propre titre et elle parlait de la structure de rachat qui serait utilisée pour retirer au fondateur actionnaire son autorité opérationnelle. J'ai marché jusqu'à mon bureau. J'ai fermé la porte. Je me suis assis et je n'ai pas bougé pendant un très long moment. Puis j'ai appelé un avocat, pas le directeur juridique de mon entreprise. Il rendait des comptes au conseil d'administration et je n'étais plus sûr de savoir pour qui le conseil travaillait réellement. J'ai appelé un homme nommé Étienne Morel, un spécialiste des litiges d'entreprise et des restructurations, qui avait un bureau dans la tour Pardieu sur la rue Servien et la réputation d'être extraordinairement doué pour ce genre précis de situation.
Il m'avait été recommandé 3 ans plus tôt par un client dont le fondateur avait été évincé de sa propre entreprise. J'avais enregistré le numéro. Je n'aurais jamais pensé l'utiliser. J'ai dit à Étienne ce que j'avais entendu. Puis, je lui ai dit de supposer le pire et de dresser le tableau à partir de là. Ce qu'il a découvert au cours des 3 semaines suivantes était méthodique et, à certains égards, pire que ce à quoi je m'attendais. Camille avait travaillé avec Delma Conseil pour préparer une proposition formelle de restructuration pour Système Lemaire, qu'il a repositionné en tant que PDG avec une autorité consolidée sur la stratégie, les opérations et les relations avec les investisseurs. La proposition comprenait un argumentaire soigneusement construit sur le besoin de l'entreprise d'avoir une nouvelle direction, des termes qui, lorsqu'Étienne a creusé davantage, était presque entièrement fondé sur des préoccupations concernant mes performances qui avaient été discrètement introduites dans les discussions du Conseil au cours des 12 mois précédents. Laissez-moi répéter cela. Au cours d'une année, Camille avait semé des doutes concernant mon leadership au sein de mon propre conseil d'administration. Ces doutes étaient suffisamment vagues pour qu'aucun ne déclenche d'alerte à lui seul. J'étais trop technique. J'étais réfractaire à la croissance. Je limitais les options de financement extérieur de l'entreprise. Rien de tout cela n'était une plainte formelle. Tout cela formait une campagne soutenue et silencieuse, conçue pour préparer le conseil d'administration à recevoir sa proposition lorsqu'elle serait prête à la présenter. Elle était très patiente. Je lui accorde cela. La structure de l'actionnariat est ce qui m'a sauvé. Lorsque j'ai fondé l'entreprise, j'avais structuré ma position au capital de manière à exiger l'approbation du conseil d'administration à la majorité qualifiée pour toute modification de l'autorité exécutive, soit 67%. Je l'avais fait sur les conseils d'un avocat il y a 11 ans, presque après coup, et je n'y étais jamais revenu. Camille et Delma avaient fait leurs calculs sur la base d'une majorité simple. Étienne a examiné les statuts et m'a dit très calmement qu'ils avaient commis une erreur fondamentale. Ils avaient besoin de 67%. Ils ne les avaient pas. Ce qu'ils avaient, c'était 7 des 11 votes du Conseil, soit 63%. Il leur manquait 4/10 de points de pourcentage pour atteindre le seuil nécessaire à l'exécution de ce qu'ils prévoyaient de faire. J'étais assis dans le bureau d'Étienne au 32e étage regardant le Rhône, et j'ai compris une chose avec une clarté absolue. Camille allait organiser cette réunion du Conseil. Elle allait se lever et me renvoyer devant toutes les personnes que j'avais fait entrer dans cette pièce au cours de ces 14 années. Et elle allait le faire en croyant que les statuts de l'entreprise lui en donnaient l'autorité. Ce n'était pas le cas. Mais voici ce que je veux que vous compreniez à propos de la décision que j'ai prise ensuite. J'aurais pu arrêter cela. J'aurais pu m'adresser au conseil d'administration avant elle. J'aurais pu convoquer une session d'urgence, leur montrer les statuts et empêcher que la réunion n'ait lieu. Étienne m'a donné cette option et me l'a recommandée. Je lui ai dit non. Je voulais qu'elle se lève dans cette pièce. Je voulais que chaque personne qui m'avait regardé construire cette entreprise à partir de rien soit assise sur ses chaises quand elle le ferait. Je voulais que le compte-rendu montre intégralement ce qu'elle avait décidé de faire, car ce qui se passe après qu'une personne se soit exposée devant des témoins est très différent de ce qui se passe lors d'une négociation privée. Alors, je l'ai laissé planifier la réunion. Je l'ai même aidé à la planifier. En fait, elle m'a demandé d'envoyer une invitation sur le calendrier à l'ensemble du conseil pour une session de planification stratégique le mardi à 10 h, et je l'ai fait avec un sourire aux lèvres qu'elle a très certainement mal interprété de bout en bout. La veille de la réunion du conseil d'administration, j'ai passé la nuit à l'hôtel Radisson Blu de la Pardieu. J'avais discrètement sorti de la maison ce dont j'avais besoin au cours des 2 semaines précédentes, quelques affaires à la fois, pour que le déménagement ne soit jamais assez soudain pour être remarqué. Mes dossiers personnels, mon ordinateur portable secondaire, les documents physiques liés à ma participation au capital que j'avais gardé dans mon bureau à domicile, et le disque dur externe qui contenait des copies personnelles de chaque contrat. De la communication avec les clients et des registres financiers des 7 premières années de l'entreprise. Avant que nous ne transférions tout vers des systèmes cloud, auxquels Camille avait un accès administrateur. J'ai dîné seul dans un restaurant de la rue de la République où j'avais l'habitude d'emmener des clients la 4e année, lorsque l'entreprise était encore assez jeune pour qu'un bon dîner ressemble à un véritable investissement. J'ai commandé la même chose que d'habitude. J'ai bu un verre de vin. J'ai appelé mon frère Damien, qui vit à Toulouse et qui est mon ami le plus proche depuis que nous sommes adolescents et que nous grandissions à Villeurbanne. Je ne lui ai pas tout dit ce soir-là. J'ai juste dit que les choses étaient sur le point de changer et que cela me convenait.
Il a répondu, quoi que tu fasses, appelle-moi quand ce sera terminé. J'ai dit que je le ferais. J'ai dormi 7 heures. Je me suis réveillé, je me suis douché, j'ai mis un costume que je m'étais acheté 12 ans plus tôt pour le premier argumentaire client sérieux que j'avais jamais présenté, et j'ai conduit jusqu'à la rue Garibaldi. La salle de conférence de Système Le Maire occupait l'angle nord-est du 14e étage. Des baies vitrées du sol au plafond, le Rhône visible par temps clair, une table que j'avais fait fabriquer sur mesure pour l'espace car le mobilier de conférence standard donnait l'impression d'appartenir à l'entreprise de quelqu'un d'autre. Les membres du conseil d'administration sont entrés à 10 heures. Camille était déjà là. Elle était arrivée tôt, avait aménagé la pièce et placé des ordres du jour imprimés à chaque siège. Quand je suis entré, elle m'a regardé avec une expression que j'avais déjà vue sur son visage lors de réunions difficiles. Posée, contrôlée, ayant toujours une légère longueur d'avance sur ce qui allait se passer. Elle ne savait pas que j'avais une longueur d'avance sur elle. J'ai pris ma place habituelle, la troisième à partir du bout de la table, côté gauche. J'ai posé mon café. J'ai ouvert l'ordre du jour qu'elle avait placé devant moi, je l'ai parcouru une fois, et je l'ai mis de côté. Elle a ouvert la réunion de manière professionnelle, a remercié tout le monde d'être venu, a fait référence à quelques mises à jour commerciales qui étaient vraies et précises, et qui étaient conçues pour plonger l'Assemblée dans l'ambiance d'une session stratégique normale. Elle excellait dans ce domaine. J'avais toujours admiré cela chez elle, et je l'admirais même à ce moment-là, assis dans une pièce où elle s'apprêtait à essayer de m'évincer de tout ce que j'avais passé 14 ans à construire. La transition vers le point principal de l'ordre du jour a pris environ 20 minutes. Elle a préparé le terrain avec soin, de la même manière que l'on amène un point difficile dans une présentation quand on veut que le public hoche déjà la tête avant d'y arriver. Elle a parlé de la prochaine phase de croissance de l'entreprise, du besoin d'une autorité exécutive claire, de la responsabilité du conseil d'administration de positionner la direction pour l'avenir. Et puis elle l'a dit. Elle a dit qu'après de vastes consultations avec le conseil d'administration, avec Delma Conseil, et avec notre conseiller juridique, elle assumait officiellement le rôle de directrice générale de Système Le Maire avec effet immédiat. Elle s'est tournée pour me regarder directement. La pièce était d'un calme absolu. Benoît, a-t-elle dit, vos services ne sont plus requis. Je veux que votre bureau soit vidé d'ici demain matin. Elle a fait une pause. Fais tes valises ce soir. Je l'ai regardé. J'ai hoché la tête une fois lentement, comme on hoche la tête quand quelque chose s'achève plutôt que de commencer. Et j'ai souri. Un sourire petit, contrôlé, le genre d'expression qui ne vous dit rien d'utile sur ce que pense la personne qui s'y cache. Puis, je me suis tourné vers Étienne, qui était assis à l'autre bout de la table, à la place que je lui avais demandé d'occuper 3 jours plus tôt. Il avait été présenté au conseil d'administration comme un conseiller de l'entreprise assistant à la réunion en tant qu'observateur. Camille n'avait pas remis cela en question. Elle s'attendait à un public passif. Étienne a ouvert le dossier couleur manie devant lui sans qu'on le lui demande et a fait glisser le document au centre de la table. J'aimerais attirer l'attention du conseil sur l'article 7, section 4 des statuts fondateurs de l'entreprise, a-t-il dit. Plus précisément, l'exigence d'une majorité qualifiée pour toute modification de l'autorité exécutive. L'atmosphère de la pièce a changé immédiatement. Pas d'une manière que l'on pourrait pointer du doigt. Personne ne s'est levé. Personne n'a élevé la voix. Mais il y a une qualité particulière de silence qu'une pièce produit lorsque les gens réalisent que le sol vient de se dérober sous une table qu'ils croyaient fixée au plancher. Je me suis assis dans beaucoup de pièces au cours de ma vie et je sais à quoi ressemble ce silence. Guillaume, mon directeur financier, s'est arrêté d'écrire au milieu d'une phrase. 2 des membres les plus anciens du conseil ont échangé un regard si rapide que vous l'auriez manqué si vous ne les observiez pas. La posture de Camille a changé presque imperceptiblement, un léger raidissement, un changement dans la façon dont ses mains reposaient sur la table. Étienne leur a expliqué le texte des statuts avec la patience d'un homme qui s'était déjà retrouvé dans cette situation et qui savait que la clarté faisait plus de dégâts dans le camp adverse que le volume sonore. Il a expliqué l'exigence des 67%. Il a noté le décompte des voix. Il a placé à chaque siège un résumé d'une page qui exposait en termes clairs la réalité mathématique de ce qui venait d'être tenté. Puis, j'ai pris la parole pour la première fois depuis que Camille avait annoncé mon licenciement. Je veux que le procès-verbal indique, ai-je dit calmement, que je ne m'oppose pas à ce qu'une procédure appropriée du conseil d'administration examine mon rôle ou la structure de direction de l'entreprise. Je dirige cette entreprise depuis 14 ans et je crois qu'elle a toujours fonctionné avec intégrité.
Je n'attends rien de moins pour l'avenir. Mais je veux aussi que le procès-verbal montre que ce qui s'est passé ici ce matin ne constitue pas un changement valide de l'autorité exécutive selon les documents régissant cette entreprise. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et j'ai pris mon café. J'ai du travail, ai-je dit. Mon bureau est disponible si quelqu'un en a besoin. Et je suis sorti. Les appels ont commencé avant même que je n'atteigne l'ascenseur. 2 membres du conseil que je connaissais depuis 7 ans, des personnes qui avaient été introduites par l'alliance de Camille, mais dont les relations avec moi précédaient les siennes d'une demi-décennie. Ils n'ont pas dit grand-chose lors de ces appels. Principalement, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant de la clause des statuts. Je leur ai dit que je les croyais. Je les croyais vraiment. Camille avait compté sur Delma pour effectuer un examen juridique approfondi. Apparemment, Delma avait raté la chose la plus importante. Étienne a appelé à midi. Le conseil d'administration avait convoqué une session d'urgence pour le jeudi suivant afin d'aborder la question de la gouvernance. Camille avait engagé son propre avocat externe. Le cabinet de Richard Lecomte, m'a informé Étienne, avait suspendu son intérêt d'acquisition pour une durée indéterminée en attendant la résolution du conflit de direction. Le capital investissement ne s'engage pas dans des situations où les conflits de gouvernance ne sont pas résolus. C'est mauvais pour la structure de l'opération. C'est mauvais pour la responsabilité. Et c'est très mauvais pour le genre de transaction propre dont le cabinet de Lecomte avait besoin. Le plan de Camille, tel que j'en étais venu à le comprendre, comportait 3 volets. M'évincer de l'autorité opérationnelle. Faire entrer le cabinet de Lecomte en tant qu'investisseur stratégique avec des sièges au conseil d'administration. Utiliser l'injection de capitaux pour accélérer la croissance dans une direction qui aurait rendu sa position permanente et mon retour structurellement impossible. C'était, dans sa conception, un plan raisonnablement sophistiqué. Il avait juste une faille fatale, à savoir que la personne qu'elle avait passé des années à étudier avait passé des années avant elle à étudier exactement ce genre de choses. J'ai emménagé dans un appartement meublé place Bellecour, que j'avais réservé 3 semaines plus tôt en supposant que j'en aurais besoin. Un bon immeuble, un étage calme, le genre d'endroit où l'on peut penser clairement à 6 heures du matin avec une tasse de café, une fenêtre s'ouvrant sur la ville et rien qui ne vienne solliciter votre attention. J'ai appelé Damien ce soir-là. Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui est l'une des choses que j'ai toujours aimé chez mon frère. Quand j'ai eu fini, il a dit une seule chose, « Tu as déjà déménagé ?» J'ai répondu, « Oui ». Il a ri pendant un long moment. Le lendemain matin, je suis allé à mon bureau, qui était toujours mon bureau, et je me suis mis au travail. Voici la partie de cette histoire que je ne pense pas que Camille ait anticipée, et je ne suis pas sûr qu'elle l'ait un jour complètement comprise, même après que tout soit réglé. Elle s'était positionnée comme le visage de l'entreprise pour chaque relation externe que nous avions. Clients, investisseurs, presse, contact à la chambre de commerce. Ce qu'elle n'avait pas pris en compte, c'était la nature réelle de ces relations et sur quoi elles reposaient. Pendant 2 semaines, discrètement et sans faire d'annonce, j'ai commencé à avoir des conversations. Pas des conversations conflictuelles, ni même particulièrement émotionnelles, juste des conversations honnêtes avec les personnes qui faisaient affaire avec Système Le Maire depuis assez longtemps pour savoir ce qu'ils payaient réellement. J'ai commencé par nos 3 plus gros clients, des comptes de grandes entreprises, 2 d'entre eux étaient des contrats municipaux, et le 3e un réseau de santé régional basé à Villefranche-sur-Saône, juste de l'autre côté du pont. Le genre de relation où le travail était profondément technique, profondément intégré et dépendait fortement de l'équipe qui s'en chargeait depuis des années. J'ai rencontré chacun d'eux en personne. Je ne leur ai rien demandé de faire. Je leur ai simplement dit qu'une transition de gouvernance était en cours, que je voulais qu'ils l'entendent directement de ma bouche, et que, peu importe ce qui se passerait au niveau du conseil d'administration. Les équipes techniques sur lesquelles ils comptaient étaient stables et sous mes ordres. Le directeur informatique du réseau de santé, un homme avec qui je travaillais depuis 6 ans nommé Paul Dumont, m'a regardé à travers une table dans une brasserie à Limonest, et m'a dit, « Benoît, si tu quittes cette entreprise, nous aussi. » J'ai répondu, « Je n'ai aucune intention de partir. » Il a rétorqué, « Tant mieux, car quiconque essaie de t'évincer ne comprend pas ce qu'il est sur le point de perdre. » La deuxième chose que j'ai faite a été moins discrète. L'un des membres du conseil d'administration qui avait fait partie de l'alliance de Camille, une femme nommée Diane, qui dirigeait un groupe de conseil en capital risque basé à Neuilly-sur-Seine, m'a appelé 12 jours après la réunion du conseil. Elle a dit qu'elle voulait me rencontrer.
Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant près de la gare de Lyon-Pardieu. Elle a été directe. Elle m'a dit qu'elle avait engagé sa crédibilité dans le plan de restructuration de Camille parce qu'on lui avait assuré qu'il était parfaitement fondé sur le plan juridique. Elle n'avait pas fait de vérification indépendante. Elle était en train de le faire maintenant et n'était pas satisfaite de ce qu'elle découvrait. Elle voulait savoir si j'étais prêt à stabiliser le processus du conseil d'administration ou si j'allais porter l'affaire en justice. Je lui ai dit que les litiges ne m'intéressaient pas. Les litiges détruisent la valeur. Et j'avais passé 14 ans à créer de la valeur. Ce que je voulais, c'était que le processus de gouvernance se déroule correctement et que les décisions qui en découleraient reflètent la véritable structure juridique de l'entreprise, plutôt qu'une manœuvre illicite pour la contourner. Diane a hoché la tête pendant un long moment. Puis elle a demandé, « De quoi aurais-tu besoin ?» Je le lui ai dit. 3 jours plus tard, le cabinet de Richard Lecomte a officiellement retiré son offre. Je l'ai appris par Étienne, qui avait une source au sein du cabinet. Ce retrait a été présenté comme une décision stratégique liée au calendrier, ce qui est le langage qu'utilise le capital investissement lorsqu'il conclut que l'opération présente plus d'inconvénients qu'il n'y paraissait. Sans les capitaux de Lecomte, le plan que Camille avait élaboré s'effondrait à la base. La restructuration nécessitait des financements extérieurs pour fonctionner. Sans ces financements, la nouvelle structure de gouvernance qu'elle proposait ne pouvait pas démontrer la création de valeur qui aurait justifié l'éviction d'un actionnaire fondateur disposant d'une position forte au capital. Le conseil, qui s'était aligné sur une perspective de croissance fondée sur de nouveaux capitaux, se retrouvait face à la même entreprise qu'avant, moins la bonne volonté du fondateur qu'il venait d'essayer de licencier. La réunion du conseil d'administration de jeudi a duré 4 heures. Étienne était présent. L'avocat de Camille y était. Chaque membre du conseil était là en personne, ce qui en disait long sur le sérieux avec lequel il prenait désormais la situation. J'ai présenté le dossier de gouvernance sans émotion et sans accusation. J'ai détaillé les dispositions des statuts, les calculs des votes, la documentation des relations clients et l'analyse des risques pour la base de revenus de l'entreprise si la transition créait de l'instabilité. Camille a parlé pendant 40 minutes. Sa présentation était professionnelle et techniquement compétente. Elle s'était clairement préparée. Mais il y a une différence entre une présentation qui construit quelque chose et une présentation qui défend quelque chose. Et tout le monde dans cette pièce était assez expérimenté pour le ressentir. Le vote pour me restituer la pleine autorité exécutive a été de 8 voix contre 3. Les 3 qui ont voté contre étaient l'alliance initiale de Camille. 7 des 8 qui ont voté pour avaient été ciblés par ces démarches au cours des 12 mois précédents. Apparemment, cela n'avait pas totalement fonctionné. J'ai remercié le conseil, je suis retourné à mon bureau et j'ai envoyé un email à l'ensemble de l'entreprise pour accuser réception de la résolution de l'examen de la direction et confirmer que les opérations se poursuivaient normalement. Je n'ai pas mentionné Camille par son nom. Je n'ai pas décrit ce qui s'était passé. J'ai simplement dit que le processus avait été résolu et que nous allions de l'avant. 2 membres de mon équipe de direction sont passés à mon bureau cet après-midi-là, séparément et sans rendez-vous. Tous 2 ont dit des versions de la même chose, nous savions qu'il se passait quelque chose. Nous ne savions pas à quel point c'était grave. Nous sommes heureux que tu sois toujours là. Je leur ai dit à tous les 2 la même chose, j'apprécie. Maintenant, remettons-nous au travail. La procédure de divorce, qui s'est déroulée en parallèle des procédures de l'entreprise, a été une leçon en soi. Camille s'attendait, je crois, à ce que la victoire professionnelle arrive en premier et lui donne un moyen de pression dans le règlement personnel. Lorsque la situation professionnelle s'est inversée, elle s'est retrouvée à négocier le mariage depuis une position pour laquelle elle ne s'était pas préparée. La France applique le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. L'entreprise, qui avait été fondée avant notre mariage, avait une base de capital prénuptial qui était substantiellement protégée. La part conjugale, c'est-à-dire la croissance pendant nos 8 années de mariage, était sujette à partage. Mais la façon dont elle était structurée, la manière dont ma position au capital avait été maintenue, et la documentation que j'avais conservée ont donné à mon équipe juridique une position très solide sur laquelle travailler. Camille's avocat était compétent, mais au cours de la tentative de restructuration de l'entreprise, Camille avait également laissé des traces écrites qui ne l'ont pas aidé dans son dossier personnel. Les communications avec Delma Conseil, la documentation des démarches auprès du conseil d'administration, les engagements avec Richard Lecomte. Tout cela dépeignait un tableau d'intentionnalité qu'il était difficile de faire passer pour autre chose que ce que c'était,
un effort délibéré pour extraire de la valeur d'un actif qu'elle ne possédait pas. L'accord a pris 4 mois. Je ne vais pas vous donner les chiffres, car là n'est pas la question. Ce que je vous dirai, c'est que Camille est sortie de 8 ans de mariage avec un accord juste et légal, et aucune participation dans l'entreprise qu'elle avait passé 2 ans à essayer de s'approprier. Elle a déménagé à Paris. Je crois qu'elle travaille dans le conseil en entreprise maintenant. Je ne lui en veux pas. Je veux être clair à ce sujet. Ce qu'elle a fait était calculé et spécifique, et cela a exigé que je riposte de la même manière. Mais la personne contre laquelle je suis en colère, pour être honnête, c'est la version de moi qui a passé 2 ans et demi à regarder les marches bouger en se disant qu'il l'imaginait. C'est la conversation que j'avais besoin d'avoir avec moi-même. C'est le travail que je devais réellement faire. Laissez-moi vous parler du matin qui a suivi la réunion du conseil d'administration. Je me suis réveillé dans l'appartement de la place Bellecour à 5h30. La ville était calme à cette heure-là, juste la lumière de l'aube passant par la fenêtre et le bruit lointain de la circulation commençant à s'intensifier quelque part au sud de la rue Victor Hugo. J'ai préparé du café dans la petite cuisine, je me suis tenu à la fenêtre et j'ai repensé à la première fois que j'avais signé un bail pour un espace de bureau. J'avais 26 ans. Le bureau était une pièce unique au 3e étage d'un immeuble de la rue de la Barre qui sentait légèrement l'imprimerie du dessous. J'avais un client, une société de gestion d'immobilier commercial qui me versait des honoraires mensuels que je trouvais énormes à l'époque. J'avais un bureau d'occasion, un tableau blanc que j'avais monté moi-même par les escaliers, et une fenêtre qui donnait sur l'arrière d'un autre bâtiment. Je n'avais jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans ma vie que de ce que j'étais en train de construire. Debout dans l'appartement de la place Bellecour 14 ans plus tard, j'ai ressenti quelque chose qui m'a surpris. Pas exactement du soulagement, même s'il y en avait un peu. Pas de la fierté, bien que j'ai mérité le droit d'en ressentir aussi. Ce que j'ai ressenti, c'était de la clarté. Le genre de clarté que l'on obtient lorsque quelque chose qui a été compliqué pendant très longtemps devient soudainement simple. Camille m'avait rendu un service d'un genre particulier. Elle m'avait forcé à regarder clairement et sans complaisance ce que j'avais laissé se produire et pourquoi. À regarder comment j'avais privilégié la paix à la vérité, et les choses que j'avais justifiées parce qu'il était plus facile de trouver des excuses que de chercher la confrontation. Je ne suis pas un homme qui apprend lentement. Mais j'avais appris cette leçon-là lentement, et j'en avais fini avec cela. Système Lemaire, à la clôture de ce dernier trimestre, enregistre l'année avec le chiffre d'affaires le plus élevé de l'histoire de l'entreprise. Nous avons finalisé un nouveau contrat municipal avec le Bureau de l'innovation et de la technologie de la ville de Lyon, un engagement de 3 ans qui étendra notre portée dans le domaine de la surveillance des infrastructures hydrauliques. Ce qui est une expansion que je voulais poursuivre depuis des années et pour laquelle j'avais enfin l'alignement interne nécessaire. Le réseau de santé de Villefranche-sur-Saône a renouvelé son contrat avec un périmètre élargi. Nous avons embauché 11 nouveaux employés au cours du premier trimestre, dont 3 ingénieurs seniors que j'essayais de recruter depuis 2 ans. J'ai restructuré le conseil d'administration. 4 nouveaux membres, des personnes que j'ai sélectionnées personnellement pour leur compréhension technique et leur indépendance. Les statuts ont été révisés et clarifiés dans plusieurs domaines, et pas seulement pour la clause de majorité qualifiée. Je ne permettrai plus que la structure de gouvernance d'une chose que j'ai construite soit à nouveau une source de vulnérabilité. Damien est venu de Toulouse au printemps. Nous sommes allés voir un match de l'OL au Groupama Stadium un mercredi soir. Nous étions assis dans la même section que celle où nous avions l'habitude de nous asseoir quand nous étions enfants et que nous venions de Villeurbanne avec notre père. Nous avons mangé trop de hot-dog et nous avons discuté pendant 90 minutes de tout, sauf de l'entreprise. Alors que nous retournions vers le parking, Damien s'est arrêté et a dit « Tu sais à quoi je n'arrête pas de penser ?» J'ai répondu « Non ». Il a dit « Ce type que tu es devenu, celui assis dans la salle de conférence qu'il a laissé parler pendant 20 minutes avant de sourire. Ce type n'était pas celui qu'elle avait épousé. » J'y ai réfléchi. J'ai répondu « Je crois qu'il a toujours été là. Je n'avais simplement pas eu besoin de lui jusqu'à maintenant. » Damien a ri et a dit « Camille ne savait vraiment pas à qui elle avait affaire, n'est-ce pas ? » Elle ne le savait pas. Mais voici ce que j'ai fini par comprendre à ce sujet. Elle savait qui j'avais été pendant 8 ans de mariage. La version de moi qui faisait confiance trop facilement, qui confondait calcul et partenariat, qui regardait un vide et le remplissait avec l'explication la plus généreuse possible. Elle avait passé 2 ans à étudier cet homme. Elle avait bâti un plan autour de lui. Elle ne savait tout simplement pas qu'il y avait une autre version.
Celle qui avait lancé une entreprise depuis un appartement en sous-sol à 24 ans. Celle qui s'était battue pour chaque client, chaque contrat, chaque part de réputation dans une ville qui n'offre rien facilement. Celle qui s'était retrouvée face à des situations difficiles toute sa vie professionnelle et qui n'était jamais partie une seule fois sans savoir exactement ce qu'elle fuyait et exactement vers quoi elle se dirigeait. Cette version de moi n'était jamais partie nulle part. Elle était juste restée silencieuse pendant un moment. Elle ne l'est plus. Les gens me demandent ce que je ferais différemment. C'est une question légitime et j'y ai réfléchi honnêtement, car je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de valeur dans une histoire qui ne s'accompagne pas d'une réalité concrète. Ce que je ferais différemment, c'est ceci. Je prêterai attention plutôt, pas aux événements dramatiques. Ceux-ci sont faciles à voir une fois que l'on sait ce que l'on cherche. Je prêterai attention aux changements discrets, à la façon dont certaines conversations ont commencé à avoir lieu sans moi. À la manière dont l'atmosphère de la pièce changeait légèrement quand j'y entrais par rapport à quand je n'y étais pas. À la façon dont quelqu'un qui est censé être votre partenaire commence à parler de votre travail d'une manière qui est subtilement, soigneusement, inférieure à ce que vous savez qu'il est. J'étais occupé. C'est vrai. Mais être occupé n'est pas la même chose qu'être aveugle. Et j'ai laissé ces deux choses se superposer plus longtemps qu'elles n'auraient dû. L'instinct était là. La réaction viscérale était là. Je les ai ignorés 11 fois que je pourrais compter, précisément parce que les ignorer semblait être la chose généreuse à faire. La chose confiante à faire. La confiance n'est pas un chèque en blanc. C'est ce que je sais maintenant et que je ne savais pas à l'époque. La confiance est une chose que l'on accorde sur la base de preuves. Et quand les preuves commencent à pointer vers une autre direction, votre obligation est de regarder vers quoi elles pointent, pas de détourner le regard. Il faut les regarder en face. Il y a encore une chose que je veux vous dire. C'est la partie de cette histoire que je n'ai pas prononcée à voix haute dans son intégralité jusqu'à présent. Le matin où Camille m'a licencié dans cette salle de conférence, avant qu'Étienne ne prenne la parole, avant que l'assemblée ne comprenne ce qui se passait, il y a eu un moment d'environ 4 secondes où je l'ai regardé se tenir en bout d'une table que j'avais achetée. Dans une pièce que j'avais construite, dans une entreprise que j'avais créée à partir de rien, et où elle m'a rendu mon regard avec une confiance absolue. La confiance de quelqu'un qui croit avoir déjà gagné. À ce moment-là, je n'ai pas ressenti de colère. Je veux que vous le sachiez, je sais que cela peut être difficile à croire. Mais c'est la vérité. Ce que j'ai ressenti était beaucoup plus simple. Je me suis senti triste. Pas pour moi. Pour la version de notre vie qui aurait dû être différente et qui ne l'était pas, pour les années que j'avais consacrées à quelque chose qui était en train d'être converti en une transaction, pour la personne qu'elle avait décidé de devenir. Et puis les 4 secondes se sont écoulées. Et j'ai hoché la tête, j'ai souri, et j'ai laissé Étienne ouvrir son dossier. Car la tristesse est un sentiment honnête. Mais ce n'est pas un point d'arrêt. Ce n'est pas un endroit où l'on reste. C'est une chose que l'on ressent, que l'on reconnaît, et que l'on emporte avec soi dans tout ce que l'on a décidé de construire par la suite. J'ai décidé de construire quelque chose d'excellent. Je l'ai toujours fait.